Mon père a tout exigé au tribunal. Le juge, son allié de longue date, s'est moqué de mon affaire et m'a traité, de naïf, VE. J'ai murmuré 2 mots. Son visage est devenu blême. Le silence s'est fait dans la pièce. Le marteau du juge Alco frappe le bloc de bois avec un bruit sec et définitif. Requête accordée. La Cour accordera à Monsieur Wright un délai supplémentaire pour examiner les dossiers médicaux. Mon estomac se noue. Encore une fois. Le 5e report en 8 mois, depuis la mort de maman. Je serre le bord de la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, en regardant mon père se pencher vers son avocat. Leonard Wright, avocat fiscaliste d'entreprise distingué et maître manipulateur, murmure quelque chose à Marc Delaney, ce qui fait sourire les 2 hommes. Mon pouls martèle mes oreilles. Des perles de sueur se forment à la naissance de mes cheveux, malgré la climatisation agressive de la salle d'audience. La tension familière me serre la poitrine comme un étau, rendant chaque inspiration plus courte que la précédente. Votre honneur, dit mon père en se levant avec une sollicitude étudiée, nous demandons un délai supplémentaire pour examiner les dossiers médicaux de Madame Foster. Il y a des incohérences concernant ces décisions de traitement, qui pourraient avoir un impact sur la répartition des biens. Les biens. Voilà à quoi la vie de maman a été réduite. 85 000 $ d'économie. Une modeste maison de ville de 2 chambres à Tacoma, où elle a reconstruit sa vie après le divorce. La commode en chêne antique, transmise depuis 4 générations dans sa famille. Tout ce qui reste d'Helena Wright, non, d'Helena Foster. Elle avait repris son nom de jeune fille après le divorce, une petite victoire dans une guerre qu'elle n'avait jamais voulu mener. Maintenant, je combats le même adversaire, le regardant manipuler le système, exactement comme avant. Monsieur Wright, c'est la 5e demande de ce type, dit Clara Ruiz, mon avocate et ancienne amie de la faculté de droit. Madame Wright a déjà fourni 2 fois les dossiers médicaux complets. Le juge se contente d'hocher la tête, passant déjà au point suivant de son ordre du jour. L'issue était décidée avant même que nous entrions. Comment est-ce possible? Il a déjà tout pris lors de l'accord de divorce, il y a 14 ans. Pourquoi ça aussi? Pourquoi ne peut-il pas laisser à maman la petite dignité de ses dernières volontés? Je ferme les yeux et j'ai de nouveau 15 ans, debout dans notre cuisine, alors que maman m'annonce en larmes que papa ne rentrera pas à la maison. Sa liaison avec Vanessa Clark, de son bureau, durait depuis des mois. Une femme plus jeune, un nouveau départ, une ardoise plus propre qu'une épouse de 17 ans et une fille adolescente. Le souvenir change. Maman dans son uniforme de bibliothécaire, rangeant des livres à temps partiel à la bibliothèque publique de Tacoma, joignant les 2 bouts pendant que Léonard prospérait, devenait associé, achetait une maison au bord d'un lac. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais dit de mal de lui en ma présence. C'est toujours ton père, disait-elle, bien que ses yeux racontassent une autre histoire. Clara me serre la main sous la table. Ne le laisse pas voir qu'il t'atteint, murmure-t-elle, sa voix à peine audible. C'est ce qu'il veut. J'ouvre les yeux et j'étudie le visage du juge Alco. La légère inclinaison de sa tête quand mon père parle, le regard dédaigneux quand Clara objecte. Cela va au-delà de la courtoisie professionnelle. Il se passe autre chose ici, quelque chose qui dépasse les simples arguties juridiques. Je n'en peux plus. Avant que Clara ne puisse m'arrêter, je me lève. Votre honneur, nous avons déjà fourni les dossiers médicaux complets. 2 fois. Ma voix est plus stable que je ne le ressens. L'oncologue de ma mère a confirmé son diagnostic et son plan de traitement. Il n'y avait aucune incohérence dans ses soins. Le silence tombe sur la salle d'audience. L'expression de mon père se durcit, sa bouche formant une ligne serrée de mécontentement face à mon interruption. Ma fille est naturellement émue par le décès de sa mère, dit Léonard, son ton dégoulinant de condescendance. Cela a été difficile pour nous tous. Nous tous? Il n'avait pas rendu visite à maman une seule fois pendant ces 8 mois de chimiothérapie, de radiothérapie et, finalement, de soins palliatifs. Pas une seule fois. Le juge Alco retire ses lunettes, pinçant l'arête de son nez. Je comprends votre frustration, mademoiselle Wright, mais ces questions exigent un examen approfondi. Votre père a soulevé des préoccupations légitimes que la Cour doit examiner. Préoccupations légitimes. Chaque décision érode le peu que maman a laissé derrière elle. S'il réussit, je ne perds pas seulement l'héritage, mais son dernier acte d'indépendance. La maison qu'elle a créée, les économies qu'elle a péniblement rassemblées, le bien de famille qu'elle voulait que j'aie.
Documente chaque décision irrégulière, me chuchote Clara alors que je me rassois. Nous préparons un appel. J'acquiesce, mais nous connaissons toutes les deux la vérité. Les appels coûtent de l'argent que je n'ai pas. En tant que défenseur public à Seattle, mon salaire couvre à peine mes prêts étudiants et mon loyer. Léonard le sait. Il compte dessus. La séance est levée jusqu'au 12 novembre, annonce le juge Alco. Les parties sont priées de soumettre tout document supplémentaire au plus tard le 5 novembre. Encore un mois de ça. Encore un mois à regarder mon père démanteler systématiquement les dernières volontés de ma mère, pendant qu'un juge, qui le favorise clairement, permet toute cette mascarade. Après l'audience, Clara m'accompagne jusqu'à ma voiture dans le parking du palais de justice. Nos pas résonnent contre le béton alors que nous nous faufilons entre les véhicules. Ce n'est pas la procédure normale, Brittany, dit-elle en consultant son téléphone. Les décisions d'Alco sont constamment en dehors du protocole habituel en matière de succession. J'ai passé quelques appels à des collègues qui plaident régulièrement devant lui. Et je déverrouille ma Honda vieille de 10 ans, jetant ma mallette sur le siège passager. Clara s'appuie contre la portière de la voiture. Il ne se comporte généralement pas de cette façon. Quelque chose dans ton affaire est différent. Mon téléphone vibre dans ma poche. Numéro inconnu, avec un indicatif régional de Virginie. Je suis sur le point de refuser par habitude, mais je réponds au dernier moment. C'est bien Brittany Wright? Une voix de femme, inconnue mais autoritaire. Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle René Barrett. J'ai connu votre mère il y a des années. J'ai entendu parler de l'affaire par de vieux contacts. Je jette un regard à Clara, mimant, c'est qui? Elle hausse les épaules. Je travaillais avec Elena dans l'Air Force, continue la femme, avant qu'elle ne rencontre votre père. Maman parlait rarement de son service militaire, juste qu'elle avait fait du travail de bureau pendant 4 ans avant l'université, où elle a rencontré papa. Rien qui ne suggère des relations importantes. Votre mère a gardé des choses de cette époque, dit René, sa voix baissant. Des choses qui comptent maintenant, des choses qui pourraient vous aider à comprendre ce qui se passe avec votre héritage. Mon souffle se coupe. Quelle chose? Pas au téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Dans un endroit privé? J'hésite, regardant Clara qui lève un sourcil interrogateur. Je vous enverrai une adresse par SMS, dit René avant que je puisse répondre. Demain à midi. Venez seul. Elle raccroche. Clara observe mon visage. C'était quoi, ça? Je fixe mon téléphone, incertaine de devoir faire confiance à cette interlocutrice mystérieuse ou de continuer à mener une bataille qui semble de plus en plus truquée contre moi. Peut-être rien, dis-je finalement. Peut-être tout. Je pense aux derniers jours de maman. Comment elle m'avait fait promettre de me battre pour ce qui lui revenait de droit. Comment elle m'avait serré la main avec une force surprenante et avait dit, ne le laisse pas prendre ça aussi, Brittany. Promets-le-moi. Ma mère méritait mieux que ça, dis-je à Clara, une nouvelle résolution se durcissant en moi. Je ne les laisserai pas l'effacer. Le lendemain, la lumière du soleil filtre à travers les fenêtres du café, projetant de longues ombres sur la table en bois usée entre nous. Je suis arrivé 15 minutes en avance, scrutant chaque client qui entrait, ne sachant pas à quoi m'attendre d'une femme qui prétendait connaître les secrets de ma mère. René Barrett entre précisément à midi. La cinquantaine, des cheveux sombres parsemés de mèches argentées, tirés en un chignon pratique, des yeux gris perçants qui ne manquent rien. Elle ne cherche pas du regard, elle se dirige directement vers ma table et me tend la main. Brittany Wright. Ce n'est pas une question. Sa poignée de main est ferme, efficace. Vous connaissiez ma mère. Ce n'est pas non plus une question. Elle s'installe sur la chaise en face de moi, commande un café noir lorsque le serveur s'approche, puis attend que nous soyons de nouveau seuls. Ses mains reposent à plat sur la table, sans agitation, sans mouvement inutile. Votre mère travaillait pour le renseignement des transmissions de l'USAF à la fin des années 90, dit-elle, la voix basse mais claire. Assignée à l'opération Blue Harbor, pas l'histoire de la bibliothécaire que votre père a répandue après le divorce. Ma tasse de café se fige à mi-chemin de mes lèvres. Ça ne peut pas être vrai. Maman a fait des boulots de bureau avant l'université. C'était sa couverture. Elena était brillante avec les schémas. Le cryptage. L'une de nos meilleures. Les yeux de René s'adoucissent un instant.
Elle ne vous l'a jamais dit à cause des accords de confidentialité. Et plus tard, à cause de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La question semble venir du plus profond de moi. Votre père et Richard Alco ont tous deux servi comme jeunes conseillers juridiques sur le même projet. Des officiers du JAG qui examinaient les paramètres de surveillance. Sa mâchoire se crispe. Ils ont étendu la surveillance au-delà des cibles légales. Utilisé des informations pour leur influence. Comme levier. Pas officiellement, bien sûr. Mon estomac se tord. Êtes-vous en train de dire que... Je suis en train de dire que votre père a utilisé ses relations juridiques pour truquer le divorce contre Elena. Le juge Alco a été délibérément assigné à l'affaire de votre mère, grâce à des manipulations en coulisses. Elle se penche en avant. Et à la vôtre maintenant. Le bruit du café s'estompe en un bourdonnement lointain, tandis que les pièces du puzzle s'assemblent. L'accord de divorce qui a laissé maman avec presque rien, malgré l'infidélité de papa. L'affaire de succession actuelle, où chaque décision favorise mon père, malgré une jurisprudence claire en ma faveur. Il y en a eu d'autres, affectés, continue René. Un militant civil dont la mort a été classée comme un accident. Elena le savait, mais ne pouvait pas le prouver. Mes mains se mettent à trembler. Je pose ma tasse avant de la renverser. C'est beaucoup. Je sais. Elle fouille dans son sac. Fait glisser un petit carnet sur la table. N'ouvrez pas ça ici. Mais quand vous le ferez, lanterne d'hiver, était la phrase de vérification interne. Demandez à la commode de votre mère. Il pourrait y avoir quelque chose là-dedans qui confirme ce que je vous dis. Le monde bascule sous mes pieds. La résilience silencieuse de maman pendant et après le divorce, ce n'était pas de la faiblesse. C'était une protection. Elle n'a jamais combattu les mensonges de papa sur son passé. N'a jamais contesté l'accord injuste. Parce qu'elle savait de quoi il était capable. Ce que lui et ses amis avaient fait. Ma mère a-t-elle subi un chantage pour garder le silence toutes ces années? La question m'échappe avant que je puisse la retenir. L'expression de René répond avant ces mots. Pas avec de l'argent. Avec la sécurité. Avec votre sécurité. Plus précisément. Des fragments de mémoire refont surface, les avertissements parfois critiques de maman sur les hommes puissants et les systèmes conçus pour se protéger. Des commentaires que j'avais rejetés comme des paroles amères de divorcés, portent maintenant un tout nouveau poids. Attendez. Je dois penser comme une enquêtrice. Pas seulement comme une fille ou une défenseur publique. J'ai besoin de preuves. Pas seulement des oui-dire de la vieille collègue de maman. Sans vouloir vous offenser. Aucune offense. C'est une approche intelligente. René acquiesce d'un signe de tête approbateur. Mon esprit change de vitesse, réévaluant tout sous ce nouvel angle. Ce n'est pas juste une bataille pour un héritage. Il s'agit de garder des secrets enterrés. C'est pourquoi papa veut si désespérément les affaires de maman, non pas pour leur valeur monétaire, mais pour ce qu'elles pourraient révéler. La commode enchaîne, je murmure. Maman a spécifiquement mentionné la commode dans son testament. M'a fait promettre de la garder en sécurité. René ne confirme ni ne nie, mais ses yeux s'aiguisent d'intérêt. De retour au bureau de Clara une heure plus tard, je fais les 100 pas pendant qu'elle tape frénétiquement, fouillant dans les bases de données juridiques. Léonard a déposé une requête spécifique concernant le contenu de la commode hier, dit Clara en tournant son ordinateur portable vers moi. Il invoque une valeur sentimentale, mais le langage est particulier. Il est obsédé par l'idée d'obtenir cette commode en particulier. Il ne s'agit pas d'argent. La prise de conscience se cristallise. C'est la peur. Clara hoche lentement la tête. Sa réputation juridique et son partenariat seraient détruits si ce que vous suggérez est vrai. Utiliser des renseignements gouvernementaux confidentiels à des fins personnelles? Manipuler les attributions de tribunaux? C'est la fin d'une carrière. Et la nomination judiciaire d'Alco serait compromise par les révélations sur l'opération Blue Harbor, j'ajoute, voyant maintenant l'image complète. Ils sont prêts à abuser de tout le système juridique pour se protéger. Clara ferme son ordinateur portable. Son expression est grave. Ces hommes ont tout à perdre, Brittany. Cela les rend dangereux. Nous ne savons même pas ce que la commode contient exactement qui les terrifie tant. Le poids de cette connaissance s'abat sur moi. Ma simple affaire de succession s'est transformée en quelque chose de bien plus complexe et potentiellement dangereux.
Mais pour la première fois depuis la mort de maman, je ressens une étrange clarté d'esprit. Je libère mon emploi du temps, annonce Clara, me surprenant. Ce n'est plus seulement une affaire de succession. Il s'agit de justice, pas seulement pour votre mère, mais potentiellement pour d'autres. La carte de visite de René est posée sur le bureau entre nous. Elle a proposé d'aider à interpréter les documents que nous trouverons. Perspective du renseignement militaire. Et vous avez mentionné Caleb Monroe, demande Clara. Major à la retraite. René dit qu'il serait prêt à corroborer si nous trouvons des preuves. Il était dans le soutien administratif sur Blue Harbor et a vu passer la paperasse. Clara commence à écrire des noms sur son bloc-notes, dessinant des liens. Donc, nous avons une expertise juridique, un bagage en renseignement, un témoin militaire potentiel. Sa voix s'éteint alors qu'elle continue de cartographier nos ressources. En regardant ce réseau émerge, une autre prise de conscience me frappe. Maman a construit ce filet de sécurité avant de mourir, je murmure. René m'a contacté trop rapidement après le début de l'affaire. Maman a dû laisser des instructions, des plans de secours. Ma gorge se serre. Elle savait qu'il s'en prendrait à ses affaires quand elle ne serait plus là. Clara tend la main sur le bureau, me serre la main. Alors, assurons-nous que ces préparatifs n'ont pas été vains. J'acquiesce, la dernière demande de ma mère résonnant dans mon esprit. Ne le laisse pas prendre ça aussi, Brittany. Promets-le-moi. Je le promets, je murmure, trop bas pour que Clara l'entende. Cette nuit-là, je caresse du bout des doigts les roses sculptées sur la commode en chêne de maman, me souvenant de sa carte d'anniversaire d'il y a 3 ans. Le message délavé à l'intérieur dit « Regarde toujours sous les roses, là où se cache la vraie beauté ». À l'époque, j'avais pensé que c'était juste une autre de ces phrases poétiques. Mon ongle accroche quelque chose. Un minuscule interstice où le bois ne se joint pas tout à fait. J'appuie sur la rose sculptée et j'entends un léger clic. Non, c'est pas vrai, je murmure dans la pièce vide. Un compartiment caché s'ouvre en glissant au bas de la commode. Mon cœur bat la chamade alors que je sors une enveloppe manille, jaunie par le temps. À l'intérieur, des photos en noir et blanc tombent sur mes genoux. 2 jeunes hommes en uniforme militaire se tiennent à côté d'équipements de surveillance. Je reconnais immédiatement mon père, sa posture est inimitable, même 30 ans plus jeune. À côté de lui se tient Richard Alco, maintenant le juge Alco, leurs bras nonchalamment passés sur les épaules l'un de l'autre. Derrière les photos se trouve un journal relié en cuir, l'écriture soignée de ma mère remplissant chaque page. Je feuillette les entrées qui s'étalent sur des années. 12 juin 1996, et a encore surveillé la fille du sénateur Gardner aujourd'hui, pour faire pression sur lui concernant le projet de loi sur la défense. Cela dépasse toutes les limites. 4 août, Jamie Winters a menacé de tout révéler publiquement. Ils ont qualifié cela d'accident malheureux, quand sa voiture est sortie de la route la nuit dernière. Je sais ce que j'ai vu dans les journaux de bord. 18 décembre, Léonard a reçu sa promotion aujourd'hui, 3 semaines après le succès de la surveillance de Gardner. Pas de coïncidence. Mes doigts tremblent alors que je relis les dates. Chacune des avancées de carrière soudaine de papa correspond à des opérations de surveillance détaillées dans le journal de maman. Le schéma est indéniable, chaque promotion suivant, en quelques semaines, des opérations éthiquement discutables. Elle a tout documenté. Nom, date, lieu. Des notes méticuleuses de quelqu'un qui comprenait la valeur des preuves tangibles. Son écriture soignée remplit page après page d'observations qui pourraient faire tomber des hommes puissants. Tu t'es assuré que j'aurais ce dont j'ai besoin, dis-je à sa photo sur la table de nuit. Pour la première fois depuis sa mort, je ressens sa présence non comme une perte, mais comme une force qui me guide. J'appelle Clara. J'ai trouvé quelque chose. Des preuves réelles de ce que René nous a dit. C'est solide à quel point, demande Clara, en mode avocate. Des photos, des entrées de journal, des dates qui correspondent exactement à ce que René a décrit. Je passe ma main sur le journal de maman. Clara. Ils ont surveillé la fille d'un sénateur pour manipuler son vote. Et il y a un militant nommé Jamie Winters qui est mort dans un accident suspect après avoir menacé de tout révéler. Silence à l'autre bout du fil. Puis, à quoi tu penses? Je pense qu'il est temps que j'aie une conversation avec mon père. Le lendemain matin, les bureaux de Wright, Patterson et Delaney occupent le 32e étage d'un gratte-ciel du centre-ville.
Des fenêtres du sol au plafond exposent l'horizon de Seattle comme une peinture coûteuse que papa aurait achetée pour sa collection. Sa secrétaire essaie de m'arrêter. Mademoiselle Wright, vous avez besoin d'un rendez-vous. Je passe devant son bureau. Il me recevra. Mon père lève les yeux de son ordinateur, l'agacement traversant son visage alors que j'entre dans son bureau. Britney, je prépare une réunion. Ça ne sera pas long. Je ferme la porte mais la laisse légèrement entr'ouverte, un choix intentionnel. Des témoins à proximité, mais de l'intimité pour ce qui va suivre. Je pose une photo sur son bureau. Juste une. Les autres restent en sécurité dans le bureau de Clara. Papa baisse les yeux. Son visage blêmit. Sa main tremble légèrement contre l'acajou poli. J'ai trouvé le journal de maman et les photos de l'opération Blue Harbor, dis-je, en observant sa réaction. Ses yeux s'écarquillent légèrement, confirmation que le nom de l'opération signifie quelque chose. Où as-tu eu ça? Sa voix a perdu son ton autoritaire habituel. Maman gardait des dossiers, des photos, des journaux. Des comptes rendus détaillés de ce que vous avez fait, toi et le juge Alco. Je me penche en avant. Tu ne te bats pas pour 85 000 $, papa. Tu essaies de cacher ça. Il se lève, me dominant comme il le faisait quand j'étais enfant. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu joues. Ces affaires étaient classifiées. Sécurité nationale. L'accident de Jamie Winters, c'était aussi la sécurité nationale. Sa mâchoire se crispe. J'ai touché un point sensible. Laisse tomber l'affaire d'ici vendredi, dis-je en ramassant la photo. Sinon, je demanderai la récusation du juge Alco avec ça comme pièce à conviction. Dans le domaine public. Tu fais une erreur. Sa voix tombe à un murmure dangereux. Non, c'est toi qui as fait une erreur. Je me dirige vers la porte. Vendredi, papa. En sortant, je sens son regard brûler mon dos. La secrétaire me regarde passer, la curiosité évidente sur son visage. Dans l'ascenseur, j'expire. Mes mains tremblent alors que l'adrénaline me parcourt. Pour la première fois dans ce combat, j'ai pris le dessus. Plus tard dans la soirée, Clara repasse l'enregistrement du téléphone dans ma poche. Tu as parfaitement tenu tête, dit-elle en souriant. Ta voix n'a pas vacillé une seule fois. Nous sommes assises dans son appartement, des boîtes de plats à emporter étalées sur sa table basse. René étudie le journal de maman, hochant la tête de temps en temps. Votre mère a tout documenté, confirme René. Ces dates correspondent exactement à ce dont je me souviens. La surveillance de Gardner. L'accident de Jamie. Elle montre une entrée. Cette note sur les ajustements des habilitations de sécurité, c'est arrivé exactement comme elle l'a décrit. Mon téléphone vibre avec un SMS de Caleb Monroe, le major à la retraite avec qui René m'a mis en contact hier. Vient d'examiner les preuves. Correspond à ce dont j'ai été témoin pendant mon service. Je témoignerai si nécessaire. Nous avons un autre allié, leur dis-je, en montrant le message. Et peut-être un de plus, ajoute Clara. Joyce, du bureau du greffier, a mentionné qu'elle a remarqué des irrégularités dans la manière dont votre affaire a été traitée. Elle est prête à signer une déclaration sous serment. Je m'enfonce dans le canapé, submergé par ce retournement de situation. Pendant des mois, je me suis sentie impuissante face à l'influence de papa. Maintenant, j'ai des preuves, des alliés et un moyen de pression. Maman s'est assurée que j'aurais tout ce dont j'avais besoin pour me défendre. Je passe mes doigts sur la couverture usée du journal. Elle savait que ce jour pourrait arriver. René remplit son verre de vin. Alors, quelle est la suite? Est-ce que tu pousses pour une victoire complète maintenant, ou tu attends leur réponse? La question reste en suspens. Vendredi, c'est dans 2 jours. Papa va soit capituler, soit intensifier. Je lui ai montré une photo, dis-je lentement. Il sait que j'en ai d'autres, mais pas combien. Voyons d'abord ce qu'il fait. Clara acquiesce. Intelligent. Le forcer à faire le prochain pas. Je ferme le journal, sentant la présence de maman dans chaque page soigneusement documentée. Ce n'est que le début. La vraie bataille, avec des enjeux bien plus élevés, est encore à venir. Le lundi matin, les portes de la salle d'audience se referment derrière moi avec un bruit sourd alors que je sors du bureau du juge Alco. Mes mains tremblent légèrement alors que je serre la pile de documents juridiques contre ma poitrine.
Ils ont déposé une requête d'urgence, dis-je à Clara, qui attend dans le couloir. L'équipe de mon père prétend que la commode de maman pourrait contenir des informations classifiées liées à la sécurité nationale. Les sourcils de Clara se haussent. C'est une escalade sérieuse. Léonard était là, avec cette expression solennelle, parlant de son devoir de protéger des informations sensibles. J'imite son ton grave. Si la Cour autorise un accès sans restriction à des documents potentiellement classifiés, nous pourrions involontairement compromettre les protocoles de sécurité nationale. Nous franchissons les portes du palais de justice pour retrouver le soleil éclatant de l'après-midi à Seattle. Le contraste entre la pénombre de la salle d'audience et la lumière du jour m'aveugle momentanément. Et Alco se contentait d'acquiescer, ai-je continué. Il a dit que la Cour devait examiner attentivement les informations potentiellement classifiées avant de continuer. Clara me guide vers un banc sous un érable, dont les feuilles pourpres tombent sur la pelouse du palais de justice. C'est tout droit sorti du manuel des tactiques dilatoires. J'ai déjà vu ça dans des affaires de lanceurs d'alerte. Elle parcourt les papiers de la requête. Ils essaient de te faire peur avec de possibles accusations criminelles pour possession de documents classifiés. Mon estomac se serre. Des accusations criminelles. Pour un héritage que ma mère m'a spécifiquement laissé? C'est une tactique de pression. Ils savent que la commode contient quelque chose de compromettant. Clara tapote le document. Mes recherches montrent cette même approche dans 3 autres affaires de lanceurs d'alerte, d'anciens employés du renseignement. Retardés, intimidés, puis réglés en privé avec des accords de non-divulgation en béton. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je demande, en regardant un concierge balayer les feuilles mortes des marches du palais de justice. Clara se rapproche, baissant la voix malgré la cour vide. Nous préparons une voie parallèle. On continue l'affaire de succession, mais on dépose simultanément une plainte auprès du comité d'éthique judiciaire concernant les liens d'Alco avec le cabinet de ton père. C'est risqué, dis-je. Et s'ils intensifient encore? Ils sont déjà en train d'intensifier. Clara soutient mon regard. La question est de savoir si nous nous défendons ou si nous cédons. Le soleil de l'après-midi projette de longues ombres sur les marches du palais de justice alors que j'examine nos options qui s'amenuisent. Plus tard dans la journée, au bureau du défenseur public, mon superviseur Liam s'arrête à mon box. Sa présence est comme un nuage d'orage dans notre espace de travail déjà exigu. Britney, pouvons-nous parler de tes comparutions au tribunal cette semaine? Son ton suggère que ce n'est pas une simple discussion de routine. Je minimise la fenêtre de recherche que j'étais en train de faire sur les plaintes pour manquement à l'éthique judiciaire. Bien sûr. Tu as manqué 3 audiences préliminaires ce mois-ci. Rachel a dû couvrir ton affaire de délinquance juvénile hier. Mes joues s'empourprent. Je sais. J'ai eu affaire à des problèmes personnels. Tes collègues portent une charge supplémentaire pendant que tu gères cette situation d'héritage. Les yeux de Liam se posent sur la pile de documents de succession sur mon bureau. Je comprends que les affaires familiales sont importantes, mais tes dossiers ici nécessitent toute ton attention. J'ai travaillé la nuit pour rester à jour, dis-je en montrant les cernes sous mes yeux. Je n'ai rien laissé passer. Assure-toi juste que ça reste comme ça. Son expression sceptique indique qu'il n'est pas convaincu. La défense publique n'est pas juste un travail, Britney. La liberté des gens dépend de notre présence. Après son départ, je laisse tomber ma tête dans mes mains. La pression financière de ce combat draine mes modestes économies. La nuit dernière, j'ai calculé le coût pour continuer au rythme actuel. Je serai complètement fauché dans 2 mois, à moins que je ne prenne des missions supplémentaires ou que j'abandonne l'affaire. Mon téléphone vibre avec un SMS de Clara. Appelle-moi dès que possible. Je sors dans la petite cour derrière notre bâtiment. Des nuages gris sont arrivés, assortis à mon humeur. Que s'est-il passé? Je demande quand elle répond. L'équipe juridique de ton père vient de déposer des requêtes supplémentaires. Il demande que toutes les copies de tout document lié à la commode soient remises au tribunal. Je m'appuie contre le mur de briques. Je ne peux pas continuer à prendre des congés pour ça. Mon superviseur m'a déjà averti aujourd'hui au sujet de mes absences. Ce n'est pas tout, dit Clara. Je crois que quelqu'un surveille mon bureau. La même voiture est garée de l'autre côté de la rue depuis 3 jours. Mon épuisement s'intensifie. Ce matin, j'ai reçu un appel anonyme me disant de laisser tomber l'affaire avant que ça n'aille trop loin. Juste une voix que je n'ai pas reconnue. Puis ils ont raccroché.
Tu l'as signalé? Qu'est-ce que je dirais? Quelqu'un a fait une menace vague? Je donne un coup de pied dans un caillou sur le béton. La nuit dernière, on a forcé ma voiture. Rien n'a été volé, mais mes dossiers ont été clairement fouillés. La police a qualifié ça de vandalisme aléatoire. Brittany, la voix de Clara devient sérieuse. Ils essaient de t'intimider parce qu'ils ont peur. Cela prouve que nous tenons quelque chose d'important. Je regarde la pluie commencer à moucheter le trottoir. Est-ce que rendre justice à maman vaut la peine de risquer tout ce que j'ai construit? Mon travail? Mes économies? Peut-être même ma sécurité? La question reste en suspens entre nous, ponctuée par la pluie qui s'intensifie. Ce soir-là, je suis en train d'organiser des dossiers dans mon appartement quand mon téléphone sonne. C'est Joyce, la greffière avec qui je me suis lié d'amitié lors de ma première année en tant que défenseur public. Brittany, je ne devrais pas te dire ça, murmure-t-elle. Mais le juge Alco a eu une réunion privée avec ton père la semaine dernière. Sans avocat. Aucune trace au dossier. Mon cœur bat la chamade. Tu es sûr? Je les ai vus moi-même. Ils ont utilisé l'entrée privée du bureau d'Alco, mais je déposais des transcriptions juste à côté. Joyce fait une pause. Ce n'est pas la première fois que je remarque des irrégularités avec Alco. D'autres avocats ont mentionné des schémas dans ces décisions qui favorisent systématiquement certains cabinets, y compris celui de ton père. Cass en fait partie. Je saisis un bloc-notes. Joyce, cela pourrait être crucial pour notre affaire. Les communications ex-parte sont de graves manquements à l'éthique. Il y a plus, dit-elle. J'ai surpris une conversation entre le greffier d'Alco et l'assistante de ton père. Apparemment, le cabinet de Léonard s'occupe de toutes les affaires fiscales personnelles d'Alco, depuis des années. Les pièces s'assemblent. C'est un conflit d'intérêts évident. Je dois y aller, dit soudain Joyce. Sois prudente, Brittany. Ça dépasse l'affaire de ta mère. J'ai vu des schémas similaires dans au moins 6 autres affaires devant Alco rien que cette année. Après avoir raccroché, je reste assise, immobile, assimilant cette révélation. Cela va au-delà d'une vendetta personnelle contre ma mère. Cela suggère un abus judiciaire systématique, affectant d'innombrables autres personnes qui n'ont ni les ressources ni les connaissances pour se défendre. J'appelle Clara immédiatement. Nous devons nous parler en personne, pas au téléphone. 1 heure plus tard, nous sommes assises dans le bureau de Clara, les stores baissés. Elle a vérifié la présence de micros, peut-être par excès de prudence, mais les événements récents justifient la paranoïa. Joyce a confirmé qu'Alco avait eu des réunions privées avec mon père, je lui dis, et le cabinet de Léonard s'occupe des impôts d'Alco. Clara hoche lentement la tête. Cela explique le schéma que j'ai découvert dans les décisions d'Alco. C'est plus gros que nous ne le pensions. Il ne s'agit plus seulement de maman, dis-je, une nouvelle détermination remplaçant mon doute antérieur. Il s'agit de tous ceux qu'ils ont blessés par cette corruption. Nous passons les 2 heures suivantes à élaborer notre stratégie. Nous continuerons l'affaire de succession tout en préparant une plainte judiciaire détaillée avec les preuves de Joyce. Les manquements à l'éthique nous donnent un levier, sans révéler encore que nous sommes au courant des informations classifiées. Nous devons agir vite, prévient Clara. Ton père pousse pour une acquisition immédiate de la commode. L'urgence suggère que les preuves, quelles qu'elles soient, pourraient avoir une composante temporelle. J'acquiesce, me sentant plus résolu que je ne l'ai été depuis des semaines. J'ai déplacé les documents clés dans un coffre-fort de banque. Des copies sont chez des amis de confiance, au cas où quelque chose arriverait. La pluie fouette les fenêtres alors que nous finalisons nos plans. Le chemin à parcourir reste périlleux, mais pour la première fois, j'ai l'impression que nous avons une chance de nous en sortir. Ils deviennent désespérés, dis-je à Clara en me préparant à partir. Ça veut dire que nous sommes en train de gagner. En sortant dans la nuit orageuse, je porte non seulement le combat de ma mère, mais un objectif plus large qui fait que chaque sacrifice en vaut la peine. L'appel de Marc Delaney arrive à 7h30 le mardi matin, interrompant ma première gorgée de café. Sa voix porte une urgence inhabituelle. Mademoiselle Wright, mon client aimerait programmer une conférence de règlement immédiate. Aujourd'hui, si possible. J'ai failli laisser tomber ma tasse. Après des mois de retards agressifs et d'obstacles procéduraux, ce changement soudain ressemble à un piège. Pourquoi cette précipitation?
Je demande, faisant signe à Clara de l'autre côté de ma table de cuisine. Elle lève les yeux de son bloc-notes, les sourcils haussés. Mon client est prêt à retirer toutes ses objections à l'héritage, dit Delaney d'un ton suave. Léonard pense que cela a assez duré. Clara griffonne une note et me la fait glisser. N'accepte rien. Nous pouvons nous rencontrer à mon bureau à midi, dis-je, pour gagner du temps et nous préparer. Clara m'accompagnera. Bien sûr, répond Delaney, trop conciliant pour être digne de confiance. 3 heures plus tard, nous sommes assis en face de Delaney dans son luxueux bureau du centre-ville. La vue sur le Puget Sound s'étend derrière lui, un coup de force calculé. Mon père n'est pas présent, un autre choix stratégique. Allons droit au but, commence Delaney, faisant glisser un document sur l'acajou poli. Léonard est prêt à abandonner toutes ses réclamations contre la succession de votre mère. Vous recevez l'intégralité de l'héritage tel que stipulé initialement dans son testament, les économies, la maison de ville, tout. Je parcours les papiers, attendant le piège. Clara se penche en avant, professionnelle mais méfiante. Tout ce qu'il demande, poursuit Delaney en observant mon visage, c'est que vous renonciez à la commode en chêne antique et à son contenu, un héritage familial de son côté, comme vous le savez. La commode. Le dernier sanctuaire de maman, où elle gardait ses biens les plus précieux. Le mystérieux journal que René avait mentionné pourrait être à l'intérieur. La commode a appartenu à ma mère pendant 20 ans après le divorce. Il ne l'a jamais voulu avant. Delaney ajuste sa cravate. Mon client a eu le temps de réfléchir au patrimoine familial. La commode a une valeur sentimentale. Non, dis-je sèchement. La commode reste avec moi. Quelque chose vacille dans les yeux de Delaney. De la frustration, peut-être, ou un nouveau calcul. Il attrape un autre document. Très bien. Léonard est prêt à faire un compromis supplémentaire, garder la commode elle-même, mais remettez le journal et les photographies à l'intérieur. C'est tout. Mon pouce accélère. Ils savent pour le journal, ce qui signifie qu'ils savent exactement ce qu'il contient. De plus, dit Delaney en faisant glisser un autre papier. Léonard est prêt à offrir un règlement financier substantiel, au-delà de l'héritage. 200 000 $. 200 000 $. Le chiffre me frappe comme un coup physique. Mon salaire de défenseur public couvre à peine mon loyer et mes prêts étudiants. 200 000 $ changerait tout. Ce règlement mettrait fin à vos soucis financiers, n'est-ce pas? Insiste Delaney, sentant mon hésitation. Vous pourriez rembourser vos prêts, peut-être même verser un acompte pour une maison. Assurez votre carrière sans cette lutte constante. Clara reste silencieuse à côté de moi, me laissant le temps de digérer. L'offre miroite devant moi, la liberté de ne plus avoir de dette, de ne plus vérifier constamment mon solde bancaire, de ne plus prendre de garde supplémentaire pour joindre les deux bouts. Je devrais mentionner, ajoute Delaney avec une désinvolture étudiée, que cette offre expire à la fin de la journée. Léonard veut que cela soit résolu immédiatement. De retour au bureau de Clara, je fais les 100 pas pendant qu'elle examine les papiers du règlement. C'est ta décision, Brittany, dit-elle finalement. Tu as déjà atteint ton objectif initial. La maison, les économies, tout est à toi avec cet accord. Mais à quel prix? J'arrête de faire les 100 pas, regardant l'horizon de Seattle. Si je leur donne ce journal, qu'adviendra-t-il de la vérité? Et des autres victimes potentielles? Clara pose les papiers. Rien ne garantit que nous gagnerons le combat plus large. Ce règlement est une chose sûre. La voix familière de ma mère résonne dans ma mémoire. J'avais 16 ans, et je subissais des pressions pour tricher à un examen final d'histoire. L'intégrité compte le plus quand elle a un coup, avait-elle dit. N'importe qui peut faire ce qui est juste quand c'est facile. Si j'accepte le règlement, dis-je lentement, j'obtiens l'héritage, mais j'abandonne toute chance de les tenir pour responsables. Pour maman, pour tous ceux qu'ils ont blessés. Le stress et l'incertitude continueront si tu refuses, souligne Clara. Cette bataille juridique pourrait durer des années. De l'autre côté du couloir, le parajuriste de Clara jette un coup d'œil. Prends l'argent et sauve-toi, conseille-t-il. Ces types puissants gagnent toujours de toute façon. Le jeune associé du bout du couloir a un avis différent. Certains principes valent la peine de se battre, même quand les chances sont minces. Je reconnais le schéma, ce moment reflète le choix de mon père des décennies plus tôt. Le compromis moral pour un gain personnel.
La voie de la moindre résistance. Je fixe les papiers du règlement, quelque chose me trotte dans la tête. Pourquoi maintenant? Après des mois de tactiques agressives, pourquoi offrir ce règlement généreux? Clara tapote son stylo contre son bloc-notes. C'est la question, n'est-ce pas? Je prends mon ordinateur portable, cherchant plus attentivement dans les documents du règlement. Là, enfoui au paragraphe 14, un accord de non-divulgation complet. Un silence permanent sur toutes les questions liées au passé de ma mère, aux procédures judiciaires et à tout ce qui se trouve dans ses effets personnels. L'accord de non-divulgation empêcherait toute plainte pour manquement à l'éthique contre le juge Alco, je réalise à voix haute. Nous ne pourrions rien utiliser de ce que nous avons trouvé comme preuve. Les yeux de Clara s'écarquillent. Elle se tourne vers son ordinateur, tapant rapidement. Il y a une réunion du comité de révision judiciaire le mois prochain, dit-elle. Le nom d'Alco est à l'ordre du jour. J'ai un contact au sein du comité, apparemment. Il y a eu une enquête préliminaire sur ces décisions. Les pièces s'assemblent. Léonard ne s'inquiète pas de la commode ou de l'héritage. Il essaie de résoudre cette affaire avant qu'une enquête externe ne puisse relier les points. Ma décision se cristallise. Je saisis mon téléphone et compose le numéro de Delaney. Mademoiselle Wright, répond-il d'un ton suave. Avez-vous pris votre décision? Oui. Je ne suis pas intéressé à me faire acheter comme les autres. Une pause. Vous faites une grave erreur, dit Delaney, la voix se durcissant. Certaines offres ne se présentent pas deux fois. Je vais tenter ma chance, je réponds. Ma mère méritait la justice, pas seulement un règlement. Après avoir raccroché, je croise le regard de Clara de l'autre côté de son bureau. Tu réalises ce que cela signifie, demande-t-elle. Ils vont nous attaquer encore plus fort maintenant. J'acquiesce, un calme étrange s'installant en moi. Je sais. Mais maintenant, nous savons pourquoi ils sont si désespérés. Et les gens désespérés font des erreurs. Clara sourit légèrement. Ta mère serait fière. Peut-être, dis-je en ramassant les papiers du règlement mis au rebut. Mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Je le fais parce que c'est juste. Une semaine après avoir rassemblé les preuves, j'étale les documents sur la table de conférence de Clara, chaque pièce étant un pas de plus vers la justice. Le journal de maman est ouvert à côté des dossiers fiscaux, des photographies et de la déclaration sous serment fraîchement signée du major Caleb Monroe. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, dit Clara en tapotant la requête formelle de récusation du juge Alco. Ses manquements à l'éthique sont irréfutables. Sa relation avec votre père pendant Blue Harbor, le schéma de décision partiale, les liens financiers, tout est là. Je passe mes doigts le long du bord du journal de maman, les pages usées par mes lectures répétées. Et nous sommes sûrs que cette stratégie ne garde les informations classifiées qu'en dernier recours? Absolument. Clara organise les documents en piles précises. Les manquements à l'éthique judiciaire sont notre angle d'attaque principal. Nous n'avons pas besoin d'exposer les détails opérationnels de Blue Harbor, à moins qu'ils ne nous y forcent. René Barrett acquiesce, faisant glisser un document sur la table. J'ai préparé cette note de contexte expliquant la structure de Blue Harbor sans violer les protocoles de sécurité. Cela établit le lien sans révéler d'opérations classifiées. Et j'ai demandé une date d'audience accélérée, ajoute Clara. Chaque jour leur donne plus d'opportunités de falsifier les preuves. Caleb Monroe, les cheveux argentés et la posture militaire intacte malgré la retraite, relit une dernière fois sa déclaration sous serment. J'ai corroboré les éléments clés du journal d'Elena. Les réunions entre Léonard et Alco pendant le projet, leur accès non autorisé aux données de surveillance, tout ce qui compte. Maintenant, nous construisons le récit public, dit Clara en affichant une présentation sur son ordinateur portable. Manquement à l'éthique judiciaire, purement et simplement. Pas de détails classifiés, juste un juge qui n'a pas divulgué d'importants conflits d'intérêts. Je me lève, m'entraînant aux réponses posées que nous avons répétées pendant des heures. Quand le juge Sandoval posera des questions sur la nature de leur relation, j'expliquerai que mon père et le juge Alco ont travaillé ensemble sur un contrat gouvernemental, ont maintenu des liens financiers et ont délibérément dissimulé cette histoire. Clara sourit. Parfait. Direct, factuel et convaincant. La porte du bureau s'ouvre brusquement sans avertissement. Mon père se tient dans l'embrasure, son apparence me laissant sans voix. Léonard Wright, toujours impeccablement vêtu, a l'air débraillé, sa cravate de travers, ayant visiblement perdu du poids, des cernes sombres ombrant ses yeux.
Tu n'as aucune idée de ce que tu risques, dit-il, ignorant tous les autres dans la pièce. Il faut que ça s'arrête maintenant, Brittany. Clara s'interpose entre nous. Monsieur Wright, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Toute communication doit passer par les canaux appropriés. Il l'ignore, son regard fixé sur moi. Il ne s'agit plus seulement de l'héritage de ta mère, tu joues avec le feu. Je l'étudie, notant le tremblement de ses mains, l'affaissement inhabituel de ses épaules. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, je vois de la peur derrière sa colère. Votre inquiétude est notée, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Mais je ne reculerai pas. Le juge Alco a annulé 3 audiences en invoquant des problèmes de santé, m'informe Clara après le départ de mon père, escorté par la sécurité de l'immeuble. Mes sources chez Hamilton et Burke disent que les associés remettent en question la gestion de votre affaire par Léonard. Ils s'inquiètent de l'exposition. Je regarde par la fenêtre, repérant la berline banalisée qui me suit entre le travail et la maison depuis une semaine. Ils ont peur. Bien, dit Clara. J'ai fait fuiter une information au Seattle Times sur le dépôt d'une requête de récusation judiciaire inhabituelle. La pression augmente la surveillance. Coordonne-ils leur réponse, demande René. Clara secoue la tête. Pas efficacement. Léonard veut régler ça discrètement. Alco veut se battre publiquement, en invoquant des raisons de sécurité nationale. Ils se sapent mutuellement. Plus tard dans la soirée, nous recevons un avis d'audience d'urgence, programmé devant le juge Sandoval, sur la requête de suppression temporaire d'informations. Notre stratégie de présentation minutieuse fait soudain face à son premier test. Nous présentons les manquements à l'éthique sans les détails classifiés, conseille Clara alors que nous nous préparons. Juste assez pour établir le schéma. S'il invoque la sécurité nationale, nous contre-attaquons avec ton expérience de défenseur public. Tu as déjà géré des problèmes d'habilitation de sécurité. J'acquiesce, arrangeant les documents pour un impact maximal. Révélation par couche. Nous montrons d'abord les problèmes de surface, gardant les preuves plus profondes en réserve. L'équipe travaille toute la nuit, anticipant chaque contre-argument, se préparant à la confrontation à venir. Quand tout le monde est enfin parti, je ferme les yeux, pratiquant les techniques de méditation que mon thérapeute m'a recommandées pour gérer l'anxiété au tribunal. Le poids de l'audience s'installe sur moi. La pluie frappe contre les fenêtres alors que je conduis vers le cimetière, ayant besoin de ce moment seul avant que tout ne change. Debout devant la tombe de maman, je trace la gravure sur sa pierre tombale. Helena Foster Wright, mère bien-aimée. Aucune mention de son service, de son sacrifice ou des secrets qu'elle a emportés pour me protéger. Je comprends maintenant, maman, je murmure, la pluie se mêlant à mes larmes. Pourquoi tu es restée silencieuse si longtemps, pourquoi tu m'as mise en garde contre eux? Mais je ne vivrai plus dans cette ombre. Je dépose des fleurs fraîches à côté de son nom, puis je retourne à ma voiture. Demain changera tout. Le matin arrive avec les derniers conseils de Clara alors que nous approchons des marches du palais de justice. Une fois que nous aurons présenté cela en audience publique, il n'y aura pas de retour en arrière, prévient-elle. Les retombées seront importantes. Je touche le médaillon de maman autour de mon cou, contenant la seule photo de nous deux qui a survécu à la purge vindicative de mon père après le divorce. Maman a passé des années réduites au silence par la peur, dis-je en redressant les épaules. Je ne le serai pas. Leur avocat s'approche avec des papiers de règlement. Je secoue la tête sans même regarder l'offre. Clara se tient à mes côtés, René et Caleb nous flanquant en solidarité silencieuse. Les documents que nous avons si soigneusement organisés sont rangés en toute sécurité dans ma mallette, chaque page étant un morceau de la vérité que j'ai passé des mois à assembler. Je prends une profonde inspiration, me sentant étrangement calme alors que nous montons les marches du palais de justice. La voiture banalisée est garée de l'autre côté de la rue. La Mercedes de mon père s'arrête au trottoir. La réputation du juge Alco, la carrière de mon père, leur décennie de manipulation, tout repose sur l'audience d'aujourd'hui. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, je ne ressens aucune anxiété, aucun doute, aucune hésitation. Pour la première fois, dis-je à Clara alors que nous atteignons les portes, je n'ai plus peur d'eux. La salle d'audience bourdonne d'activité, des avocats regroupés en petits groupes en attendant leurs affaires sur le calendrier chargé du juge Sandoval. Je suis assise à côté de Clara, le dos droit contre le banc en bois dur, regardant la porte. Mon cœur bat régulièrement contre mes côtes, non pas avec l'anxiété comme lors des audiences précédentes,
mais avec le rythme calme de quelqu'un qui sait exactement ce qui va se passer. Tu es prête? Murmure Clara, en arrangeant nos dossiers sur la table devant nous. J'acquiesce, mes yeux fixés sur l'entrée alors que mon père entre d'un pas décidé avec Marc Delaney. L'assurance habituelle de Léonard semble diminuer aujourd'hui, ses épaules tendues sous son costume sur mesure. Il jette un regard dans ma direction, son expression se durcissant en voyant mon attitude composée. Qu'est-ce qu'elle prépare, l'entends-je murmurer à Delaney alors qu'ils prennent place à la table adverse. L'huissier appelle la cour à l'ordre alors que le juge Mara Sandoval entre. C'est une femme d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux parsemés de mèches argentées et des lunettes de lecture perchées sur son nez. Sa réputation de rigueur la précède, exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Je crois comprendre que nous avons plusieurs requêtes devant la cour, dit le juge Sandoval en feuilletant des papiers, y compris un dépôt de dernière minute de la part de l'avocat de l'intimé. Delaney se lève. Votre honneur, étant donné la nature sensible des allégations dans la requête de récusation de mademoiselle Wright, nous avons déposé une requête pour sceller cette procédure pour des raisons de sécurité nationale. Une vague d'intérêt parcourt les avocats qui attendent leurs affaires. Les sourcils du juge Sandoval se haussent légèrement alors qu'elle examine les nouveaux documents, prenant son temps. Je regarde Léonard tripoter ses boutons de manchette en or, une habitude nerveuse que je reconnais depuis l'enfance. Il se penche pour murmurer de manière pressante à Delaney, qui acquiesce sans le regarder. Maître Ruiz, dit enfin le juge Sandoval, vous pouvez procéder à votre argumentation concernant la requête de récusation. Clara se lève, sa voix claire et mesurée. Merci, votre honneur. Cette requête de récusation concerne des manquements éthiques clairs qui ont compromis l'équité de cette procédure. Delaney l'interrompt, se levant rapidement. Votre honneur, ces allégations impliquent des questions sensibles de sécurité nationale qui ne devraient pas être débattues en audience publique. Le juge Sandoval le regarde par-dessus ses lunettes. Je comprends votre préoccupation, maître, mais j'ai besoin de plus de précision. De quoi parlons-nous exactement qui implique la sécurité nationale, sans révéler de détails classifiés? Clara croise brièvement mon regard avant de répondre. Votre honneur, nous avons des preuves documentées de communications ex parte entre l'avocat de la partie adverse, Monsieur Wright, et le juge Alco, qui violant l'éthique judiciaire. Ces communications ont eu lieu en dehors des canaux appropriés et ont directement influencé les décisions dans cette affaire. Léonard griffonne frénétiquement sur un bloc-notes, le poussant vers Delaney avec une urgence à peine dissimulée. La sueur perle sur son front malgré la fraîcheur de la salle d'audience. De plus, continue Clara en ouvrant un dossier, nous avons la preuve que le juge Alco a géré les affaires fiscales personnelles de Monsieur Wright au cours des 3 dernières années tout en présidant cette affaire, un conflit d'intérêts évident qui n'a jamais été divulgué. L'expression du juge Sandoval change, l'inquiétude se manifestant dans le resserrement de sa bouche. Ce sont des allégations sérieuses, maître Ruiz. Nous avons des documents, votre honneur. Clara fait glisser le dossier vers l'avant. Des relevés bancaires montrant des paiements du cabinet de Léonard Wright à l'entreprise de conseil privé du juge Alco, de la correspondance concernant la stratégie fiscale et des procès-verbaux de réunion pendant la durée de cette affaire. Le juge examine les documents, son froncement de sourcils s'accentuant à chaque page. Léonard regarde droit devant lui maintenant, ses jointures blanches là où il serre le bord de la table. La cour entendra l'intégralité de la requête de récusation sans sceller le dossier, annonce enfin le juge Sandoval. Monsieur Delaney, votre requête de mise sous scellé est rejetée. Veuillez informer le juge Alco que sa présence est requise. Un officier de justice part le chercher. Les minutes s'étirent dans un silence inconfortable. Les autres avocats observent avec une curiosité non dissimulée. Enfin, la porte s'ouvre et le juge Alco entre. Sa prestance habituelle est diminuée. Son visage est cendré alors qu'il prend place à côté du banc. Avant de procéder, dit le juge Sandoval, je dois aborder la requête de récusation déposée contre le juge Alco dans l'affaire de la succession Foster. Le juge Alco s'éclaircit la gorge. Bien que je ne vois aucun conflit d'intérêt direct qui nécessiterait ma récusation. Je me lève, ma chaise raclant le sol. Lanterne d'hiver. Blue Harbor. 4 mots. 4 mots simples qui tombent dans la salle d'audience comme des pierres dans une eau calme, créant des ondes de silence qui se propagent jusqu'à ce que tous les yeux soient rivés sur moi. Léonard se lève à moitié de sa chaise, une panique non dissimulée traversant son visage avant qu'il ne puisse se ressaisir. Le juge Alco se fige, ses jointures blanchissant là où elles agrippent la coudoir de sa chaise. Votre honneur, je continue, ma voix stable.
Ma mère a tout documenté avant sa mort. Elle a servi dans le renseignement des transmissions, pas comme employée de bureau comme mon père l'a toujours prétendu. Mademoiselle Wright, interrompt Delaney. C'est tout à fait inapproprié, votre honneur. Je poursuis, m'adressant au juge Sandoval tout en ignorant Delaney. Je suis prête à soumettre ces preuves au comité d'éthique judiciaire si nécessaire. Mais je crois que le juge Alco comprend exactement ce que contiennent ces documents. Un homme se lève du fond de la salle d'audience. Caleb Monroe, dans son costume impeccable, sa prestance militaire indéniable même en civil. Votre honneur. Je suis le major Caleb Monroe, à la retraite. J'étais un officier en service pendant l'opération Blue Harbor. Je peux vérifier l'authenticité des documents auxquels mademoiselle Wright fait référence. Le silence se fait complet dans la salle d'audience. Chaque avocat présent comprend l'importance de ce qui se passe, même sans connaître les détails. Le personnel du tribunal échange des regards. Ce n'est plus un simple litige successoral, mais quelque chose qui sera discuté dans les cercles juridiques pendant des mois. Je croise le regard de mon père de l'autre côté de la pièce. Nous ne cherchons pas à nuire à la sécurité nationale. Nous cherchons justice pour ma mère, dont les dernières volontés ont été entravées par une influence abusive. Le juge Alco fixe ses mains pendant un long moment avant de lever la tête. Cette cour accordera la requête de récusation. Je me récuse par la présente de toutes les affaires relatives à la succession d'Helena Foster et ordonne que l'affaire soit réassignée au juge Mara Sandoval. La bouche de la greffière s'ouvre légèrement de surprise, ses doigts s'arrêtant sur son clavier avant qu'elle ne continue à taper. Léonard se penche en arrière sur sa chaise, le combat l'abandonnant visiblement. Votre honneur, dit Delaney, nous demandons une suspension d'audience immédiate pour réévaluer notre position à la lumière de ces développements. Le juge Sandoval acquiesce. La cour est suspendue pour 30 minutes. Alors que les gens sortent de la salle d'audience, Léonard s'approche de moi dans l'allée, se tenant assez près pour que je sois la seule à l'entendre. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, murmure-t-il, le désespoir perçant dans sa voix. Je le regarde droit dans les yeux, si semblable aux miens. Je sais exactement ce que je fais. Laisse tomber l'affaire, présente des excuses publiques pour avoir remis en question la compétence de maman, et ça n'ira pas plus loin. Il scrute mon visage, cherchant peut-être la petite fille qui cherchait autrefois son approbation, qui croyait en son infaillibilité. Au lieu de cela, il ne trouve que la détermination de son ex-femme qui se reflète en lui. Tu fais une erreur, dit-il, mais la menace sonne creux maintenant. Non, papa. L'erreur a été de penser que maman ne se protégerait pas. Elle savait que tu t'en prendrais à sa succession. Elle s'y était préparée. Le nouveau rapport de force s'installe entre nous comme un courant invisible. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père reculer. Plus tard dans l'après-midi, Delaney a déposé un avis de désistement volontaire. Nous sommes assis devant le juge Sandoval alors qu'elle examine l'historique de l'affaire avec un scepticisme évident. Je vois de nombreuses irrégularités de procédure dans les audiences précédentes, note-t-elle en feuilletant le dossier. Compte tenu du désistement volontaire et de mon examen du testament original et des dossiers médicaux, la Cour conclut qu'Helena Foster était saine d'esprit lors de la rédaction de son testament. La succession sera distribuée conformément à ses volontés. Un soulagement m'envahit comme une vague de chaleur. 8 mois de combat, à voir la dignité de ma mère remise en question, enfin terminée. De plus, poursuit le juge Sandoval, le juge Alco s'est formellement récusé de toutes les affaires liées aux familles Wright et Foster. À l'extérieur de la salle d'audience, un journaliste du journal juridique local nous aborde. Mademoiselle Wright, puis-je avoir un commentaire sur cette résolution d'affaires inhabituelle? Des rumeurs circulent sur des informations classifiées et des manquements judiciaires. Il s'agissait d'honorer les volontés de ma mère, dis-je, en gardant une voix neutre. Rien de plus. Alors que le journaliste s'éloigne, la greffière, Joyce, passe avec une brassée de dossiers. Elle s'arrête à côté de moi. J'ai déposé un rapport interne sur les audiences précédentes, dit-elle à voix basse. Ce qui s'est passé n'était pas juste. Les appelant. Clara me serre le bras alors que nous nous dirigeons vers l'ascenseur. Nous avons gagné. Complètement. J'acquiesce, pensant à la déclaration publique de mon père, publiée quelques minutes auparavant. Je retire toute suggestion selon laquelle mon ex-femme était diminuée lors de la création de son testament. Les portes de l'ascenseur se fermaient, pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me laisse pleurer, non de chagrin, mais de soulagement. La réputation de maman reste intacte.
Ses modestes économies, la maison de ville où j'ai grandi et la commode en chêne contenant ses journaux et ses photographies resteront avec moi, comme elle le souhaitait. Plus tard, je me tiens dans cette maison de ville, passant mes doigts sur le couvercle sculpté de la commode qui a déclenché toute cette bataille. À l'intérieur se trouvent les preuves qui ont fait tomber mon père, des noms d'opérations classifiés écrits de la main soignée de ma mère, des documents qui reliaient le juge Alco à Léonard par de vieux contrats militaires, la preuve de leur longue association qui aurait dû être divulguée. On l'a fait, maman, je murmure dans la pièce vide. On l'a fait. La commode contient bien plus qu'un simple levier juridique. Elle renferme la véritable histoire de ma mère, la femme qu'elle était avant de devenir ma mère, avant de rencontrer Léonard Wright. Les médailles qu'elle n'a jamais exposées, les félicitations qu'elle n'a jamais mentionnées, la vie qu'elle a mise de côté. Je ferme doucement le couvercle. Demain, je commencerai à trier ces vestiges de sa vie. Ce soir, je savoure la victoire qui lui rend enfin le respect qu'elle méritait. 2 jours plus tard, le papier en tête du cabinet d'avocat a l'air différent quand il arrive, adressé à mon père au lieu de provenir de lui. J'aplatis le papier sur le comptoir de ma cuisine, relisant le paragraphe qui commence par « Examen interne de toutes les affaires traitées par Léonard Wright ». Mes doigts tracent les mots « Enquête en cours » et « Préoccupation de conduite professionnelle ». L'annonce du congé maladie du juge Alco a été publiée dans la circulaire judiciaire d'hier. L'intérêt du Conseil de révision judiciaire pour son historique d'affaires, en particulier celles impliquant mon père, n'était pas mentionné, mais les contacts de René ont confirmé que c'est en cours. 3 autres avocats m'ont appelé ce matin, chacun décrivant avec hésitation des schémas qu'ils avaient remarqués dans la salle d'audience d'Alco lorsque Léonard plaidait devant lui. Mademoiselle Wright ? Un message vocal d'un journaliste joue sur le haut-parleur. Nous préparons un article sur la récusation inhabituelle du juge Alco. De nombreux juges expérimentés ne se retirent pas en plein milieu d'une affaire sans explication. Souhaitez-vous commenter ? Je supprime le message sans rappeler. Certaines victoires méritent l'intimité. Clara arrive avec du café et un sourire qui pourrait illuminer le jour d'hiver le plus sombre de Seattle. Ta mère a monté le dossier parfait d'outre-tombe, dit-elle en posant un plateau en carton sur mon comptoir. Les preuves étaient méticuleuses. La chronologie est impeccable. Elle a toujours été minutieuse, dis-je en sortant le formulaire de décharge de l'exécuteur testamentaire de mon sac. Regarde ce qui est arrivé ce matin. Accès complet à tout. Aucune restriction. La commode est maintenant dans mon salon, ses ferrures en laiton brillant à la lumière de l'après-midi. Plus de batailles judiciaires. Plus de retard. Tout ce que ma mère voulait que j'aie est enfin, légalement, à moi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la maison de ville de ma mère pour la première fois depuis que j'ai gagné l'affaire. Les murs de la chambre conservent encore ses aquarelles de paysages préférés. Son fauteuil de lecture est près de la fenêtre, où la lumière du matin entrera à flot. Je me blottis sous sa couette et me sens enveloppé dans sa protection, comme je l'avais été tout ce temps sans le savoir. René et Caleb me rendent visite le week-end suivant, apportant de vieilles photographies et des histoires des jours militaires de ma mère. Elena n'a jamais parlé de ce qui s'est passé parce qu'elle te protégeait, dit René en me tapotant la main. Ta mère serait fière de la façon dont tu as géré ça. Caleb acquiesce. Elle s'est battue avec des documents et de la patience. Tu as fait exactement la même chose. 6 mois passent dans un tourbillon de changements. Je continue mon travail de défenseur public, mais quelque chose de fondamental a changé. Je me tiens plus droite dans les salles d'audience maintenant, je conteste les décisions inappropriées avec précision plutôt qu'avec frustration. Quand le juge Martinez essaie de précipiter un mandat discutable dans l'une de mes affaires, je cite 3 précédents et demande un examen approprié, sans la moindre once d'incertitude dans ma voix. La photo encadrée de ma mère est sur mon bureau au travail, non pas le portrait formel de son programme funéraire, mais une que René m'a donnée. Elena dans son uniforme de l'Air Force, jeune et confiante, les yeux brillants de détermination. À côté se trouve son journal relié en cuir, ses extraits les plus importants préservés et d'autres soigneusement expurgés avant d'être soumis au comité d'éthique. J'ai commencé à encadrer les défenseurs publics de première année sur le maintien des limites éthiques dans des situations difficiles. Documenter tout, leur dis-je. La préparation, c'est le pouvoir. La préparation. Léonard a perdu son statut d'associé après l'examen du cabinet. Nous nous croisons parfois dans les couloirs du palais de justice maintenant, lui avec moins de clients, moi avec une confiance croissante. Nos échanges sont brefs, civils.
La rage qui me consumait autrefois s'est refroidie pour devenir quelque chose de plus calme, la satisfaction de la vérité enfin reconnue. Le barreau de l'État de Washington m'a invité à prendre la parole lors de sa conférence de printemps sur la responsabilité judiciaire. J'ai intitulé ma présentation « Justice méthodique, quand la procédure protège la vérité ». Maman aurait apprécié la formulation soignée. La maison de ville de Tacoma ne ressemble plus à un champ de bataille. J'ai rangé ses livres sur des étagères, exposé ses photographies et placé son vase en céramique bleu préféré là où la lumière du soleil l'attrape chaque après-midi. La commode en chêne est dans le salon, ne contenant plus de secrets mais remplie de photos de famille, de ses décorations militaires et de souvenirs que j'ai redécouverts. Le mois dernier, une jeune femme est venue à mon bureau avec une histoire familière, un juge ayant des liens avec l'avocat de la partie adverse, des décisions qui défiaient la logique juridique, des retards de procédure sans fondement. Au lieu de simplement sympathiser, j'ai sorti un bloc-notes neuf. Racontez-moi chaque détail, ai-je dit. Nous allons documenter le schéma. Je lui ai montré comment déposer une demande de révision judiciaire, comment demander des documents spécifiques par des requêtes bien formulées, comment construire un dossier méthodiquement plutôt que de réagir émotionnellement. Parfois, la justice exige de la patience et de la préparation, ai-je expliqué, entendant la sagesse de ma mère dans mes propres mots. Le Fonds pour l'intégrité Elena Foster a été lancé avec 35 000 $ de mon héritage. Sa mission, fournir des ressources juridiques à ceux qui font face à un parti pris judiciaire. 3 cas de mauvaise conduite ont déjà été exposés grâce au soutien du fonds. L'année prochaine, nous espérons étendre notre champ d'action et peut-être développer une série de conférences pour les étudiants en droit sur les limites éthiques dans la pratique. Aujourd'hui, j'ai déposé des fleurs fraîches sur la tombe de ma mère. Le vent d'automne fait bruisser les feuilles de chêne au-dessus de ma tête alors que je lui parle des progrès du fonds, des cas que nous soutenons, de mes projets d'approcher le programme de droit de l'Université de Seattle pour une éventuelle série d'ateliers. Tu m'as appris que parfois, les mots les plus puissants sont ceux que l'on garde jusqu'au moment exact, dis-je en ajustant les fleurs contre sa pierre tombale. Je pense à tout ce qu'elle a gardé caché pour me protéger, à tout ce qu'elle a documenté pour me donner le pouvoir le moment venu. Le vent soulève mes cheveux alors que je me lève pour partir, emportant mes derniers mots pour elle. La justice, ce n'est pas toujours tout révéler. Parfois, c'est savoir précisément quand et comment utiliser la vérité.